The Global Blackout, la coupure électrique mondiale. Vidéo numéro 24. Jour 273, jour J. Au jour 277, le bon repas. Auteur Amar Belmostefawi. Artiste illustratrice Karen Gallego. Livre 2 à venir, La guerre des vieux. N'oubliez pas de partager ce contenu et le futur livre audio avec vos proches. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 273. Jour J. Nous avons tout revu en détail. Nos têtes étaient de nouveau couvertes d'une casquette. Nous craignions d'être un peu trop dévisagés par les membres de la secte. Nous tenions à rester au maximum incognito. Des foulards cachaient le reste de notre visage. Ils étaient en tout et pour tout 63 personnes qui attaqueraient le site pour attirer l'attention des soldats sur le front de cette zone 55. Le site ne désemplissait pas. Des personnes s'étaient installées avec leurs camping-cars, leurs caravanes, certains avaient même construit des abris de fortune. Il y avait aussi beaucoup de journalistes de tous les pays, comme quoi les ailes du papillon peuvent provoquer un tremblement de terre. Une rumeur avait ameuté énormément de personnes. Afin d'attaquer le site et espérer que les autres personnes de la foule les suivent, les membres de la secte avaient prévu des cocktails Molotov, des tenailles pour couper les barbelés, des échelles pour escalader les murs, quelques armes pour riposter. On nous avait parlé d'une attaque pacifiste. Je pense que l'explorateur avait lu L'art de la guerre de Sun Tzu avant de prévoir un tel plan. Le géant actionnerait au même moment le cube, c'est-à-dire à 2 heures pile. Quant à nous, à 2h05, nous devions actionner les charges. Il n'avait pas lésiné sur les produits. Il y avait 6 gros bidons d'un produit dont je préfère taire le contenu. Je crois que si la charge explose avant qu'on sorte de ce fichu trou, nous n'aurions pas le temps de souffrir. La dernière heure a été consacrée à la prière. Tous ces hommes et femmes participant à cette mission périlleuse sont entrés dans une sorte de transe en répétant des choses qui n'étaient pas perceptibles par nos oreilles. Je ne sais pas ce que le géant ou l'explorateur leur avait promis, mais ils étaient tous déterminés à mourir ce soir. Le lavage de cerveau avait bien opéré. Mon frère et moi, nous avons préféré nous tenir à l'écart pour ne rien entendre. À 1h50, nous avons pu échanger avec le géant et l'explorateur. Ce dernier paraissait serein et confiant, investi d'un devoir qu'il voulait mener jusqu'au bout. Le titan nous a dit qu'un courrier était parti par voie postale ce soir. Si tout se passe bien, nous recevrons sa lettre au domicile familial dans 2-3 jours. D'après le géant, il y avait une autre information capitale que nous devions transmettre aux scientifiques et aux journalistes. Il est possible que les scientifiques et que les autorités soient informés, mais qu'ils cachent cette information pour ne pas effrayer la population ou pour tenter de trouver une logique à ce fait. Quand nous lui avons demandé de nous dévoiler cette information, il nous a dit que nous devions survivre à cette opération, attendre patiemment le courrier pour connaître ce secret. Toujours aussi mystérieux. Ce n'était plus le moment de faire du chantage. L'explorateur nous a dit qu'après la mission, il nous rejoindrait quelques jours après, un week-end, à la maison familiale. Nous l'espérions sans trop y croire. Quand des fanatiques attaquent un site, même quand ils sont équipés, leurs chances de survie sont très faibles face à une armée très organisée. 1h55, après les accolades, place à l'action. Nous nous sommes tous dirigés vers nos objectifs. En moins de 4 minutes, nous étions à notre poste au fond du tunnel. Nous avons compté les minutes et les secondes, les yeux rivés sur nos montres. À 2h05, nous avons engagé les charges explosives. Il nous a fallu pas moins de 3 minutes pour sortir de ce trou de souris. Nous avons couru, pris un petit temps pour nous retourner. Et ce que nous avons vu était semblable à une scène de guerre. Il y avait des tirs de partout, des coups de feu qui retentissaient, des cris d'effroi, les personnes couraient dans tous les sens, certains s'éloignant du site, d'autres s'en rapprochant pour tenter de joindre le cube. C'était la panique générale. Ce dernier était juste éclairé de couleur bleue. J'avais déjà vu cette œuvre d'art cubique de la couleur rouge ou verte, mais jamais de cette couleur turquoise. Elle était terriblement belle. C'était la confusion la plus totale. Les militaires étaient pris en tenaille entre la machine actionnée et des mouvements de foule ressemblant à une vague humaine. Profitant de ce chaos, nous avons foncé vers nos voitures. Pas le temps de se changer sur place. J'ai demandé à mon frère de me suivre. Mon frère m'a demandé d'attendre quelques secondes. Quand nous avons entendu et vu l'explosion au loin, que le feu était sorti de terre, nous avions compris que notre mission s'était passée comme prévu. Les charges avaient explosé. Pendant quelques secondes, juste avant la détonation, nous avons quand même eu un moment de doute. Un peu plus, et nous devrions retourner sur place. Or, cette option n'avait pas du tout été envisagée. La déflagration nous avait fait sursauter, sachant que nous nous y attendions. Je n'ose pas imaginer ce qu'ont dû ressentir les personnes sur place.
Cette explosion nous a traversé la chair. Je pense avoir fait un bond d'1 mètre. Je tremblais de tout mon corps. Comment faire pour reprendre la route et conduire mon véhicule? Même ma voix grelottait. Nous avons foncé vers un lieu suffisamment éloigné pour nous changer. Nous avons placé toutes nos affaires remplies de suie dans un sac plastique et repris chacun notre route vers nos habitations respectives. En rentrant, j'ai pris une douche bien chaude pendant que mes vêtements passaient à la machine à laver. Puis, silencieux, je me suis allongé dans mon lit sans allumer la télévision. Je ne sais pas si j'ai dormi, mais j'ai revécu la scène toute la nuit. J'étais entre le rêve et le cauchemar. Mon petit réveil m'a fait tressauter. Comme à mon habitude, et pour ne pas éveiller les soupçons, je suis allé au travail. J'ai tout d'abord déposé mes vêtements dans un conteneur de collecte d'habits pour m'en débarrasser et ainsi ne laisser aucune trace de mon passage dans cette grotte. J'ai rejoint mon bureau. Tous mes collègues regardaient en boucle des scènes que des personnes avaient pu filmer. Encore une fois, la qualité de l'image était médiocre. Pour justifier l'utilisation des armes, le gouvernement n'a pas tardé à réagir. Il a dit avoir subi une attaque sur site militaire contenant des munitions. Des identifications sont en cours pour reconnaître les victimes. Une secte extrémiste serait à l'origine de cette déflagration. Tous les membres auraient été interceptés. Le gourou serait mort avec ses fidèles. Un portrait d'un homme fut montré sur les écrans. Cet attentat-suicide aurait fait 70 morts. Aucune information en rapport avec l'explorateur et le géant. Un vent d'espoir quant à leur survie face à cette opération. Impossible pour nous de savoir si la machine avait été entièrement détruite ou pas. J'ai profité de la cohue au travail pour appeler mon petit frère et surtout ma mère pour lui faire comprendre que nous étions sortis sains et saufs de cette escapade. Mes 2 cousines n'avaient pas été informées de notre mission afin de ne pas les inquiéter et mettre leur vie en danger. Moins elles en savaient, mieux elles se portaient. Jour 274. La foule. Les informations négatives attirent la foule. Il y avait maintenant encore plus de monde devant le site détruit par l'explosion. Même la prison à proximité avait été touchée par la déflagration. Certains avaient tenté de voler des photos ou des vidéos grâce à des drones. Mais le site était encore plus protégé qu'avant. Il y avait des militaires, des gendarmes pour sécuriser cette zone, mais plus de brassards rouges en vue. Jour 275. Un courrier. Ma mère m'a appelé au travail pour me demander des nouvelles et indiquer qu'elle prévoyait de nous cuisiner un poulet chacun si nous rentrions ce week-end. Il était même prévu que mon frère remonte exprès du sud du pays pour partager ce repas avec nous. Je pense que nous voulions savoir ce qui était écrit dans ce courrier. Mais pour ne pas mettre en danger notre famille, nous avons décidé d'attendre nos 2 jours de repos pour connaître le contenu de la lettre du géant. Au cas où, mon frère et moi, nous préférions nous faire arrêter à nos domiciles, mais pas chez ma mère. Une seule chose pouvait nous trahir. Le journal que j'ai écrit. Jour 276. Petite frayeur. Mon journal ne me quitte jamais. Il était tout simplement mon compagnon pendant ce blackout qui a connu quelques prolongations et déboires. En prenant la direction du domicile familial, il y avait un barrage. Faire demi-tour, c'était avoir quelque chose à se reprocher. J'ai décidé de m'en remettre à ma destinée. J'ai eu le droit à un contrôle de police. Fouille de voiture complète. Ils ont vidé mon sac, que j'avais prévu pour le week-end. Ils m'ont demandé où je me rendais. J'ai dit que je rentrais chez ma mère. Ils n'ont pas ouvert mon sac de travail. Ils m'ont laissé repartir. Jour 277. Le bon repas. Ma mère avait ouvert le courrier. Il était sur la table du salon, bien en évidence. Aucun de nous n'a voulu le toucher avant d'avoir mangé. Un de mes frères a raconté que la veille, des hélicoptères volaient au-dessus de sa ville et il pensait qu'il allait voir des brassards rouges surgir du toit et par sa porte d'entrée. La population était effrayée. Un flash information a rapidement rassuré la population en indiquant qu'il ne s'agissait que d'un exercice de sauvetage. La plupart des habitants du Nord-Est, et nous inclus, nous étions fortement marqués par ces 2 coupures électriques et il nous faudra sûrement beaucoup de temps pour reprendre un train de vie normal sans être à l'affût du moindre danger. Nous avons donc savouré ces poulets. Il y en avait 4, un chacun. Ma mère mangeant peu de viande, mes 2 frères se sont partagés le 4e poulet. Il était prévu de faire un nouvel élevage de poules pondeuses. Mais pour le moment, difficile d'en trouver. Après le repas, nous nous sommes placés autour de la table basse. Ma mère a servi le café. Nous avons pris la lettre et mon petit frère a lu le message.
Le météorite qui devait s'écraser sur la planète n'a pas été dévié. Il a été ralenti. Il est maintenant en orbite, tel un satellite autour de la Terre. Voici un gros caillou qui va réunir des fonds dans un but autre que la consommation de masse. Cette météorite peut répondre à la question à laquelle l'homme se pose depuis toujours. D'où venons-nous ? Cette réponse est juste au-dessus de vos têtes. Lorsque vous trouverez la réponse à cette question, vous comprendrez que l'objectif le plus important de l'homme est la conquête. Post-scriptum. Cette information capitale, si tu l'indiques dans ton journal, qu'elle est vérifiée par les astronomes, scientifiques, gouvernements et journalistes, cette indication sera prise au sérieux. Elle ne pourra en aucun cas être mise en question. Adieu. Aucune information sur le géant ni l'explorateur. Impossible de savoir s'ils sont vivants ou morts. Si vous lisez ce livre et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de mon journal, levez maintenant les yeux vers le ciel. C'est la fin de cet épisode numéro 24 et de ce premier livre audio illustré dont je suis l'auteur. Savez-vous que l'étude des météorites nous permet de savoir d'où nous venons ? Quelles sont nos origines ? Nos origines sont-elles terrestres ou extraterrestres ? Sommes-nous sur Terre pour accomplir une mission particulière ? Quel est le rôle de chacun de nous ? Est-ce que la vie se résume à consommer à tout va et à entretenir le système capitaliste ? Est-ce que l'électricité gratuite pour tous est possible ? Possédons-nous déjà cette technologie ? Je laisserai quelques pistes de réflexion en commentaire. Dernière question. Avez-vous déjà vu un cube géant sur Terre ? Si oui, est-ce que cette construction humaine serait idolâtrée ou plutôt, est-ce que cette construction possédant une forme non naturelle cacherait un secret plus profond ? Un morceau de météorite ? Ce manuscrit est profond. À vous de le décoder. Je tiens à vous préciser qu'il y aura un épisode 0. La jeunesse du projet. Je profite de ce moment pour remercier tout particulièrement Karen Gallego pour son courage et sa participation à ce premier livre audio illustré. Il nous aura fallu 6 mois et 24 épisodes pour partager l'intégralité de TGBO. Je remercie toutes les personnes qui ont cru en moi pour que je transforme ce livre en mini-série. Enfin, je vous remercie, vous, auditeurs, pour avoir écouté, regardé et partagé ce contenu avec vos proches. Je vous dis à bientôt.